Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marc. Bonjour. Déjà, merci beaucoup. T'es un peu une référence dans le test. Alors, j'étais hyper contente quand t'as accepté de participer au podcast. Quand on démarre en fait les tests, les premières infos qu'on va trouver en ligne, en français, sont créées par toi ou par des personnes qui travaillent avec toi. Tu tiens un blog qui s'appelle La Taverne du Testeur, sur lequel on va retrouver des articles, des outils et des publications en général sur les techniques et les méthodes de test. En plus de ça, tu as créé un groupe LinkedIn autour des métiers du test qui compte aujourd'hui plus de 17 000 membres. Et au-delà de ça, tu te définis un peu comme un vulgarisateur et un facilitateur du test. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Alors attention, hein, on tombe sur mes articles parce que j'en écris depuis 2016 et on tombe Oui. sur la taverne. Mais la taverne, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup d'autres auteurs. Il y a plus de 500 articles dans la taverne et je suis auteur de moins de 400. Donc les 100, 150, voire plus, qui ont été faits, c'est par d'autres passionnés qui partagent. Et c'est à peu près ça l'idée de la taverne. On partage, on échange. Il y en a beaucoup, des auteurs dans la taverne, et on peut publier aussi en tant qu'invité. Donc il y a il y a facilement une vingtaine de personnes. D'accord. Ah oui, une vingtaine de personnes quand même. Et généralement, enfin, on va te contacter en disant, voilà, j'ai ça comme sujet, j'ai envie de publier ça, ou tu as une thématique, ensuite tu contactes les gens. Ça dépend, mais c'est vrai que je laisse les personnes généralement venir vers moi. Je fais pas de prospection. Quelques auteurs qui ont depuis longtemps leur rôle d'auteur, Benjamin Bittel, Bruno Lejard par exemple. Didier Ouais. Joliot a rejoint récemment et il poste beaucoup d'articles par semaine en ce moment. Et aussi des invités qui font plutôt du one-shot. Ils ont un article, ils veulent parler d'un sujet euh, en particulier. Donc là, il y a un compte d'auteur qui s'appelle Haute Taverne où ils me fournissent, il y a les retours. Et dans ces cas-là, voilà, il y a entre guillemets plus de regard de mon point de vue. Est-ce que le niveau de qualité est là? Est-ce que c'est pas commercial? Ok, eh bien c'est très clair. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu ton parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas, et comment tu as été amené au test, et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui? D'accord, bon. Alors je vais parler de mon parcours et vous allez voir que mon parcours est tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai fait un bac S. Et à la fin du bac S, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qui me ferme le moins de portes? On m'a dit d'aller faire une prépa. Je me Mhm. suis cassé les dents en première année en prépa. J'ai été ensuite en internat qui m'a permis d'avoir moins de temps de trajet pour continuer ma prépa et je suis arrivé en grande école. Donc en grande école, on me présente les télécommunications, les transports, etc. Un peu de développement. Je suis aperçu que j'étais pas très bon, que ça ne m'intéressait pas plus que ça. D'accord. Euh, le test, jamais. Et sur mon stage de fin d'études, je me retrouve un an chez les CIF, donc une filiale de Keolis au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle, et ils ont un projet de pouvoir permettre aux utilisateurs de commander leur bus, donc des lignes de transport à la demande. Et Mhm. dans ce cas-là, il fallait commander avant, parce que les courses ne sont déclenchées que s'il y a des passagers, et le bus ne va desservir que les, euh, les stations où il y a des personnes qui doivent monter ou descendre, 30 minutes à l'avance plutôt qu'une heure et demie ou 2 heures. Donc pour ça, il fallait installer un système embarqué, avoir un nouveau système de réservation, etc. Et je me suis retrouvé en fin de cycle, hein, sur le cycle en V, à devoir tout tester, faire de l'assemblage, former les utilisateurs, avoir mon répertoire de tests. Et c'est comme ça que j'ai découvert le test. Donc ça s'est bien passé. Enfin, au niveau apprentissage, au niveau du stage, hein, bien sûr, on est tombé sur des grosses anomalies qui ont décalé les mises en production, on va dire. J'ai fait les erreurs de débutant. On va faire une mise en production le vendredi après-midi, sachant que le truc était ouvert 24 heures sur 24 et que
on s'est retrouvé sur des trajets qui devaient durer une demi-heure et qui se sont retrouvés à durer 4 ou 5 heures parce que l'algorithme disait on prend le premier bus qui permet d'aller à la destination, même si le premier bus il nous envoie de l'autre côté du monde, qui nous fait revenir à notre point de départ et qui nous fait prendre ensuite le bon bus. Ok. Donc voilà. Quelques petites problématiques comme ça avec des utilisateurs pas très contents, bizarrement. Forcément. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre les tests et j'ai continué comme ça avec donc fin 2011 une expérience. J'ai enchaîné les expériences, les ESN. Donc jusque là euh, rien d'extraordinaire. Tout est banal, sauf qu'au bout d'un moment je commençais à m'ennuyer, à toujours faire la même chose et à dire ouais j'aimerais bien faire plus, avoir plus de responsabilités. Le problème c'est que c'est bien de le dire, et tout le monde le dit, tout le monde le souhaite. Et dans la vie, en fait, on va chercher des personnes, on va chercher des compétences et on veut faire confiance à la personne. C'est toujours des stratégies, comme pour le test, le moindre risque. C'est pas grave si ça rapporte moins, s'il n'y a pas de risque, on va prendre. Et c'est ce qu'on fait dans le test, on essaie d'avoir une efficience pour diminuer les risques importants. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le recrutement ou on va mettre quelqu'un sur ce type de mission. Donc j'ai rejoint Altran fin 2016, c'est un salaire qui lui permettait plus de me mettre sur des missions simples comme j'enchaînais pendant plus de 5 ans. Mais aussi, voilà, j'ai commencé à écrire des articles pour plusieurs raisons. Donc je lisais des articles, je trouvais que de l'anglais à l'époque. Et je me suis dit, je vais commencer à écrire en français parce que il y a pas mal de personnes que je côtoie qui connaissent pas bien l'anglais, qui le maîtrisent pas bien, et même c'est pas la langue maternelle. Donc c'est pas ce qu'on maîtrise le mieux, donc c'est plus facile, moins fatigant de lire en français. Pour partager un peu mon métier, montrer en fait à autant de personnes que possible ce en quoi le métier est passionnant, mais aussi ce que je sais. Et évidemment, ça permet d'organiser ses idées. Ouais. Ça aussi, c'est très important parce que il y a plusieurs niveaux de connaissances et ça c'est assez bien fait dans les syllabus ISTQB. On a K1, j'en ai entendu parler. K2, oui, je connais, ça va. K3, c'est je maîtrise bien, je sais te donner des exemples. Donc là, déjà, pour passer de K2 à K3, il va falloir bien ordonner sa pensée. Alors, Et attends, juste avant, je t'interromps. ISTQB, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le métier et qui n'ont aucune idée de ce que c'est. La ISTQB est au test ce que la FIFA est au foot. C'est la Fédération internationale du test. C'est un bon résumé. Voilà. Et en France, on a le CFTL, qui est l'équivalent de la Fédération française du foot. Voilà. Ok, donc le comité français du test logiciel. C'est ça. Donc, suite à ces articles, j'ai été repéré par quelqu'un d'Altran qui dit j'ai besoin de quelqu'un pour faire un audit et je trouve pas d'expert. Je pense que tu as le niveau pour le faire. Et là, c'est grâce à ces articles que j'ai été repéré. J'ai été formé par un expert que j'apprécie énormément, qui a passé énormément de temps à me former sur les audits. En 3-4 semaines, on a dû passer 35 heures au téléphone ensemble pour qu'il me forme sur le sujet, qu'il m'aide sur les interviews, qu'il me parle comment on fait, pourquoi, à quoi il faut penser. Il s'appelle Alain Bétraud. J'ai continué à travailler avec lui pendant jusqu'à décembre dernier. Okay. Et le fait que je parte de chez Capgemini pour rejoindre Kestit parce qu'Altran avait été racheté. Voilà. Okay. Donc ça s'est bien passé. De fil en aiguille, en fait, j'ai eu de plus en plus d'opportunités. Toujours avec les articles, j'ai été repéré par Olivier Denoux. Alors Olivier Denoux, c'est le président de l'ISTQB et le président du CFTL. Voilà, qui avait dit tiens, quelqu'un commence à écrire des articles chez Altran, c'est intéressant ce qu'il fait. On a vu quelques échanges sur un article que j'avais écrit, le manifeste du testeur. Voilà. Donc après comme un manifeste agile, sauf qu'avec des notions de testeur, mais vraiment voilà, on reste sur le testeur et son état d'esprit. On n'essaie pas de monter sur le test management, sur la gestion des budgets et autres. Et j'ai rencontré ensuite Bruno Lejar,
avec qui c'est très bien passé les échanges, qui est aussi au bureau du CFTL, qui est organisateur principal de la JFTL, la Journée française du test logiciel, le plus grand événement dédié au test en Europe. Mhm. 1200 inscrits à peu près l'année dernière. Voilà. Et plus de 1100 participants. Et ensemble, on a créé la Taverne du Testeur. Donc, ouais, la Taverne du Testeur, je l'ai pas créée tout seul. Et ça a continué à avancer, à évoluer. J'ai écrit un livre pour se préparer à la certification Ah ben ISTQB non, parce que là, Fondation. tu es en train de griller toutes mes questions. Ah, d'accord. Bon. Et là, je Et, t'arrive dans les vœux. Attends. bon. Et en fait, ce qui est avec ce livre, je trouve que la certification ISTQB Fondation donne des techniques, mais ne permet pas bien de comprendre l'essence et la philosophie Mhm. du test. Et du coup, j'ai essayé de bien faire comprendre ça dans le livre, donc d'aller au-delà de la certification. Et après, de fil en aiguille, ça a grandi jusqu'à maintenant, ou depuis maintenant 2021. Euh, excuse-moi. Depuis 2021, je suis vraiment avec l'étiquette expert test. Ok. Bon, bah, ça tombe bien parce que l'intitulé de l'épisode est un peu comment acquérir une expertise dans le test ou quelque chose comme ça. C'est pas encore bien défini, mais D'accord. c'est exactement ça. D'accord. Ok. Alors, donc après tout ça, donc après ces années à travailler, évoluer dans le test, aujourd'hui pour toi, c'est quoi l'état du marché du test en France et qu'est-ce que tu as pu observer comme tendance ces dernières années? Alors, l'état du marché est plutôt bon pour les testeurs. Il y a Mhm. beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Donc voilà, je dis plutôt bon, mais pas forcément bon pour tous les testeurs. Ça va dépendre de la capacité à s'adapter, à évoluer. On voit énormément d'évolutions vers l'agile, Oui. même si il y a beaucoup encore de phases de transition. Mais ces évolutions vont amener le testeur à travailler avec des contraintes de temps différentes, Mhm. d'être synchronisé, de travailler main dans la main avec des personnes qui ne le voyaient pas forcément, ou moins, lorsqu'il était en cycle en V, à beaucoup communiquer et à avoir plus de compétences. Parce qu'avant, les compétences, on avait un certain nombre de compétences en test à avoir, mais qui étaient dans une équipe. Là, quand on est dans une équipe agile, les compétences, il va falloir avoir les mêmes, parce qu'on veut des équipes pluridisciplinaires. Donc, on va devoir avoir un testeur qui est capable d'automatiser, qui est capable de faire un peu de stratégie de test, de concevoir les tests. Il doit être capable aussi d'accompagner son équipe pour avoir les bons réflexes. Et on se retrouve à devoir avoir un mouton à 5 pattes. Alors évidemment, les 5 pattes n'existent pas. Mhm. Je dis toujours que je préfère avoir un mouton avec 3 pattes solides et qui a les pattes qu'il me faut plutôt qu'un mouton à 5 ou 6 pattes. Voilà. Et qui sont brinque-ballantes. Mais on arrive sur, voilà. Il va falloir se diversifier, savoir travailler différemment, avoir des compréhensions au moins techniques Oui. et pouvoir répondre à des cycles de développement toujours plus courts. Et c'est aussi pour ça que on voit de plus en plus se fondre le métier de testeur. Ils se font dans quelque chose qu'on va appeler QA, Quality Assurance. Alors attention, hein, c'est vraiment de l'anglais, assurance qualité. Oui. Dans ces cas-là, il ne faut pas le prendre au terme, dans le terme français. Et là aussi, QE, Quality Engineering. Et dans ce cas-là, ça va englober les développeurs, les testeurs même. Donc, il y a une vision différente, une vision que moi, je perçois surtout sur les compétences. Et c'est les compétences entre elles des différentes personnes qui vont permettre de couvrir les compétences de l'équipe. Et par contre, voilà, on en demande toujours plus. On demande des personnes capables de connaître cette qualité. Les problématiques de qualité sont de plus en plus visibles. Je ne sais pas qu'elles sont de plus en plus importantes, je n'ai pas assez de recul pour ça, mais elles sont de plus en plus visibles avec les utilisateurs, avec l'agile. Donc, c'est-à-dire des petites failles au départ, bah, vu que c'est les fondations et qu'on continue à construire dessus, bah, ça devient de grosses failles. On a beaucoup de problématiques liées à la performance, c'est-à-dire on a un site web, si on met plus de 3 secondes à afficher, on n'a plus personne. On a les problématiques liées problématiques entre guillemets, hein, liées à la RGPD sur la gestion des données, donc il faut avoir des personnes qui connaissent ça. On a des problèmes sur l'accessibilité qui commence à devenir obligatoire même en France, donc ça Bien coûte sûr. pas très cher de ne pas être accessible. Le problème c'est qu'après il faut refondre son logiciel.
et de plus en plus de sujets, et notamment une de mes dernières interventions, c'est sur le critère qualité humain. Alors, le critère qualité, ça fonctionne avec une norme. Et, généralement, on s'appuie sur la norme ISO 25010 Mhm. qui définit 8 critères qualité, dont le fonctionnel qui est 1 sur 8. Donc, on a les performances, on a l'utilisabilité, on a la maintenabilité, on a la portabilité, etc. etc. Ok. Et on voit que en fait, on est que sur des critères techniques. Même le fonctionnel, c'est est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le faire plus facilement que si on le faisait pas sans l'outil? Et il y en a un autre que je me rappelle plus. On n'a rien sur l'humain. Quel est, au final, pourquoi on fait les choses? Est-ce que ça va vraiment aider les personnes? Quel est l'impact? Parce que on peut se dire, bah, on va sur une chaîne de vidéos à la demande, bah tiens, je sais qu'il a bien aimé ça et bah, les autres ils aiment bien ça aussi, donc on va lui proposer des choses qui ressemblent à ça, Mhm. qui sont préparées. Mais au final, on se retrouve après à avoir chacun son propre YouTube, son propre Twitter, son propre Instagram, et on ne peut plus échanger, on ne peut plus discuter, donc on part avec une bonne intention, c'est-à-dire que les gens, bah, on va leur proposer des choses où on se dit qu'ils vont aimer. Le Ouais. problème, c'est qu'on les enferme et qu'au niveau communication, ça fonctionne tout de suite beaucoup moins. Et aussi, dans l'aspect humain, tout ce qui va être durabilité, dont on entend de plus en plus parler, ça aussi, c'est, bah ouais, si on fait ça, on va quand même bien détériorer certaines choses, on a peut-être une manière de faire quelque chose de plus robuste ou de plus viable sur la durée, que ça soit au niveau environnemental ou même au niveau humain. Euh, c'est quand même Ouais. dommage de se dire, avec toutes les nouvelles versions d'iOS, si mon iPhone il a 4 ans, bah, il va ramer ou il va plus avoir le droit, il va plus avoir le droit aux OS ou il va plus avoir le droit à certaines applications. Bon, c'est clair que c'est des problématiques qui sont de plus en plus actuelles et de plus en plus importantes. Je pense que on s'y intéresse par la force des choses, mais ça se fait pas de manière hyper naturelle, quoi. En fait, on s'y intéresse grâce au scandale. Ouais, c'est ça. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica, par exemple. Il y a eu le scandale là, avec les Boeing qui se crashaient parce que, bah, vous comprenez, on a touché que 5% du code, donc il n'y a pas besoin de faire de tests en Du dehors de chez test. nous. Voilà. Alors que la chose se voyait assez facilement, c'est que on pouvait percevoir un décrochage et avec si au décollage, lorsque il y avait un certain vent, certaine vitesse, certain angle, et quand on décroche, bah, qu'est-ce qu'on fait avec un avion? On pique du nez. Piquer du nez Mm. au décollage, c'est déconseillé, surtout quand, bah, pour reprendre la main du pilote automatique, ça prend plus de temps, Mhm. la manipulation, que le temps qu'il a pour se cracher l'avion. Voilà. Et on parle quand même de vie humaine derrière, quoi. Enfin, c'est. Et au-delà de l'avion même, on l'a vu aussi aux Pays-Bas, encore plus récemment, où il y a eu un scandale de leur logiciel qui détectait des fraudes aux allocations familiales alors qu'il n'y en avait Ouais. pas. Et qui dit fraude dit bah, vous remboursez tout ce qu'on vous a payé. Sauf que vu qu'il n'y en avait pas, les gens n'avaient pas l'argent, ne pouvaient pas rembourser. Et il y a eu des suicides et ça a forcé aussi le gouvernement à poser sa démission. Ah oui. Donc voilà, on est impacté par les logiciels. Il faut vraiment faire attention à pas mal de choses. Des choses qui peuvent paraître anodines. Ah bah tiens, dans 1% des cas, le truc il va détecter, il va pas bien le détecter. Bah dans ce cas-là, il faut quand même une vérification manuelle. Là, on voit qu'il n'y a pas eu la vérification manuelle, c'est parti automatiquement et ça a touché des milliers de personnes, ou au moins des centaines. Quelle affaire. Mm. Merci pour cette réponse. Alors, tu as été intervenant donc à la journée française du test logiciel, tu disais tout à l'heure. Donc, on le rappelle, pour ceux qui démarrent ou qui sont dans le testeur depuis peu de temps, c'est un événement qui est organisé par le comité français du test logiciel et pendant lequel, en fait, il y a des conférences qui sont données par différents experts, toujours autour du test. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire, sans me tromper, que c'est devenu incontournable si on s'intéresse de près ou de loin au test. Alors, comment ça se passe dans le back-office et comment ça s'organise une intervention à la JFTL? Alors, donc moi, la JFTL, je n'ai jamais pu y aller en tant que touriste. Je devais y aller en 2018 et suite à certains problèmes logistiques, je n'avais pas pu. Et j'ai Ok, commencé dès donc 2019 où j'avais animé un atelier le lundi ok, et proposé et animé une conférence avec Mohamed Oumri
sur des tests embarqués, de la simulation en fait de performance. Pour tout ce qui est conférence, là c'est un process beaucoup plus strict, beaucoup plus encadré. On a des personnes qui vont faire des propositions. Ben voilà, moi, donc la Marquez Shane, propose un sujet. Donc on peut imaginer les secrets d'une bonne recette, ce que j'avais fait en 2020. Et ensuite, on va présenter ce sujet. Donc avant c'était juste sur un Word, maintenant on peut même avoir une présentation PowerPoint qui est proposée. Et on va rentrer en compétition, un peu comme un concours. C'est pas comme le bac, hein, parce que généralement on a un certain nombre de propositions. Il y a environ 50% des gens qui ne sont pas retenus. C'est-à-dire qu'il y a 16 plus 2 en backup le plus souvent, donc ça fait 18. Et on a plus de 35 propositions. Cette année, on en a plus de 45 même. Ouais, et les gens du comité de programme, on est un peu plus de 30, vont noter. Alors comment on fait pour noter? C'est un système vraiment de -3 à +3. Et on va expliquer pourquoi. Et généralement, il y a beaucoup de bonnes présentations qui sont notées à plus que 1. Donc, sachant que 1, c'est, oui, ça serait bien que ça soit la JFTL. 3, il faut absolument que ça y soit. -3, il faut absolument que ça n'y soit pas. Voilà. Mais sur des moyennes, parce qu'il y a toujours 4 ou 5, minimum 4, mais on est plutôt à 5 ou 6 personnes qui font les revues. On prend les moyennes de ces notes et on sélectionne les meilleures. Voilà. Donc c'est une compétition, c'est pas parce qu'on n'est pas pris qu'on n'est pas bon. Oui. Et il y a toujours des choix un peu cornéliens, mais qui sont faits en comité. Et on est vraiment très carré là-dessus. On fait attention au potentiel conflit, c'est-à-dire on ne peut pas revoir une présentation si il y a un potentiel conflit d'intérêt, etc., etc. Lorsqu'on est retenu, mais on est retenu à condition d'apporter, de donner une version finale qui sera acceptée. Donc que ça soit pas commercial, que ça réponde à un certain nombre de qualités, et il y a encore des revues derrière. Donc c'est quand même assez carré, c'est très intéressant. Ça peut être impressionnant pour certaines personnes de devoir échanger, présenter devant le public. Oui. Mais c'est très, très enrichissant. Et le vrai plus de la JFTL, pour moi, c'est les échanges informels que l'on a avec des passionnés. Voilà. La JFTL, les personnes qui sont des testeurs, sont des personnes qui travaillent dans le test. Ouais. Et ils sont là parce que ça les intéresse. Ça, c'est la grande majorité. On a d'autres événements qui sont plus centrés sur des aspects ludiques. Un des aspects, c'est bien d'être là, il y a pas mal d'animations. C'est comme ça qu'on m'a présenté l'Eurostar, même si je n'y suis jamais allé, où là, le public est peut-être plus haut niveau, mais connaît moins bien le test. Alors attends, l'Eurostar, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Parce que je connais le train, mais... Alors c'est la deuxième plus grosse conférence en Europe. Alors voilà, c'est par rapport au nombre de personnes qui viennent, mais c'est sensiblement aussi gros que la JFTL. C'est je crois que c'est en Allemagne. Voilà, c'est pas forcément. C'est en Europe et on est plus sur de l'anglais et pas du français. D'accord. Donc pour résumer, en fait, pour être intervenant comment ça s'appelle? Au JFTL. À la JFTL. Pardon, à la JFTL. Donc en fait, on va faire des propositions. Il va y avoir une sélection qui est faite par un jury, et puis en fonction des notes attribuées. Et ensuite, on va pouvoir effectivement revoir tout ça de manière cadrée, préparer l'intervention devant des centaines, voire milliers de personnes. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, du coup, tu as commencé à en parler tout à l'heure, pareil. Mais tu as fini par écrire un livre sur le test logiciel. Donc, le titre, est-ce que tu peux me rappeler? Je crois que c'est tout. Tout sur le test sur le logiciel aux éditions Ellipse. Alors, okay. Il est paru en 2018 ou 2019 2019, j'avais noté. 2019, d'accord. C'est un processus très long d'écrire un livre. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé l'éditeur facilement grâce au réseau. Hein. Voilà. Là aussi, hein, on est sur une prise de risque.
Là, je suis un inconnu qui arrive, mais je suis appuyé par quelqu'un qui a déjà parlé du sujet, qui a déjà vendu des livres sur le sujet, que l'éditeur connaît. Bon, bah, on va accepter plus facilement. Mais c'est très long, c'est Ouais. très chronophage, ça peut être fatigant aussi. On se retrouve à devoir maîtriser certaines choses qu'on ne savait pas maîtriser avant. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a le contenu, on sait ce qu'on veut, mais on n'a fait que 20% du chemin, alors que le contenu est déjà là. Et qu'après, il faut gérer la mise en page, il faut bien refaire, il faut faire des adaptations. Il y a beaucoup de relectures, une fois que c'est parti, hein, comme les podcasts, bah, c'est parti. On va pas pouvoir corriger les fautes d'orthographe, on va pas pouvoir Mm. corriger d'autres sujets. Il faut s'adapter aussi au canon de l'éditeur. Ouais. Donc voilà, c'est une belle expérience, mais même si on m'a proposé d'en refaire, je me suis jamais relancé parce que euh, ça demanderait de renoncer à d'autres choses. Et j'ai pas envie de renoncer à d'autres choses pour un livre. Et c'est vrai que sur un livre, on touche, voilà, un livre qui est vendu. Alors, des retours que j'ai eu, ça fait quelqu'un qui est plutôt content, plutôt satisfait du livre. Mais au niveau aspect financier, c'est 1 €, 1,50 € par livre Ouais. vendu. Donc ça fait pas forcément, on va pas en vivre, et même au-delà d'on va pas en vivre, c'est donc là maintenant j'ai dû gagner plus d'argent que le nombre d'heures que j'ai passé dessus, Oui. mais c'est pas forcément beaucoup plus, surtout avec les nouvelles règles où si on a un livre avec des droits d'auteur, il faut se créer un compte artiste-auteur et tout gérer sur l'URSSAF, alors qu'avant c'était Oh là là. directement géré avec son revenu. Donc ça fait beaucoup de tracasseries et alors c'est très bien d'avoir un livre. Ça fait quand même un vrai plus, on est édité, on voit notre nom qui ressort. Sur Amazon, on est marqué en tant que personnage scientifique ou des choses comme ça, donc c'est bien pour l'ego aussi. Mhm. Mais au final, par rapport à des articles de blog, à des articles sur des magazines, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup plus. Ouais. Je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle dans ce cas-là, et suffisamment pour moi pour me dire non, je ne me relance pas dans un livre parce que c'est un processus qui dure. Il est sorti en 2019, j'ai commencé à travailler dessus fin 2017. Ouais. Donc, processus long. Après, c'est en termes de satisfaction personnelle, c'est bien, mais bon, la quantité d'efforts que ça nécessite, effectivement, n'en vaut peut-être pas la chandelle, quoi. Ouais. Alors, mais voilà, c'est pourtant, je suis le premier heureux d'avoir des livres francophones qui sortent sur le test, hein, les livres de Christophe Moutier qui sont excellents. Voilà. Mhm. Mais voilà, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ok. Bon, si jamais il y a des gens qui sont quand même intéressés par ton livre, c'est le moment promo, donc faut en profiter. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Ça se commande. Sur la Fnac, il se trouve facilement. Sur le site d'Ellipse, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'éditeur. Et on peut l'acheter sur Amazon, même si je conseille toujours de ne jamais passer par Amazon quand on peut Hmm. passer autre part, parce qu'ils prennent 50% de la valeur du livre. Ok, Voilà. c'est énorme. Le livre, il coûte 29 €. Moi, j'ai 1,50 €, on va dire. Oui. Amazon en a 14,50. Wow. Et donc en fait, il reste. Donc ça fait 14,50 plus 1,50 €, ça fait 15, ça fait 16 €. Donc ça fait 13 € qui vont dans la poche de l'éditeur, sachant que l'éditeur, bah, il doit payer la distribution, il paye le stockage, il paye l'impression, donc il paye le papier. Et c'est vrai que se dire que bah, si on va à la Fnac, ça prend 40%, bah, ça fait 1,50 € de plus pour l'éditeur. Si on va chez un libraire, c'est 25%, ça fait 5 € de plus pour l'éditeur. Et si on prend directement sur le site de l'éditeur, bah, ça lui fait les 14,50 € de plus. Nous, on paye le même prix. Hmm. Sauf qu'il y a quelque chose où on fait vivre des éditeurs. Et si on fait vivre les éditeurs, ils vont pouvoir publier plus de livres et ils vont pouvoir plus facilement justement accepter de nouveaux auteurs et de nouvelles propositions. Et la boucle est bouclée. Donc, passez chez l'éditeur. Alors, du coup, notre épisode là, est intitulé ou sera intitulé Acquérir une expertise dans le test. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un testeur débutant aujourd'hui? Ou mieux, qu'est-ce que toi, tu te donnerais comme conseil si tu pouvais parler à ton toi d'il y a quelques années pour continuer à progresser dans ton expertise? Euh, alors, si je devais me retourner me voir, c'est bah, crois en toi, continue et fais ce qui te fait plaisir. Voilà. Euh, et de manière générale, il faut continuer à apprendre.
faut faut être ouvert, il faut apprendre. Il y a différentes manières d'apprendre. Chacun a une manière qu'il va préférer. Il y en a, ça va être des podcasts, d'autres, ça va être des articles, d'autres, ça va être des vidéos, hein, d'autres, ça va être des conférences ou des échanges, des tables rondes. Donc, ça va dépendre. L'important, c'est voilà, d'être curieux, de Mhm. continuer à regarder ce qui se fait dans le test et en dehors du test. On gagne beaucoup à discuter avec les développeurs, à discuter avec d'autres personnes. Et il y a aussi quelque chose qui m'a aidé énormément dans ma carrière de testeur, c'est mon expérience en tant que joueur de jeux vidéo ou jeux de société, où au final, j'ai maîtrisé l'anglais, j'ai préparé des événements, j'étais chef de guilde, ce qui a permis voilà, de gérer un peu la communication. Ça, c'est très important. Et aussi, les jeux, tout ce qui est aspect non fonctionnel, tout ce qui est aspect test, ce qui va pas et autres. Pourquoi deux jeux qui sont fonctionnellement quasiment pareils, on va dire deux FPS, il y en a un qui va avoir beaucoup de succès, l'autre qui va pas en avoir. Voilà. Mhm. Est-ce que ça va être sur du non fonctionnel? Deux jeux de plateforme. La différence entre un Mario, euh, un, un Rayman et un jeu qui a pas du tout marché, ça va être la précision. Ça va être l'environnement un peu onirique ou pas qu'on va avoir derrière. Donc ça aussi, c'est très important et le jeu apporte. En fait, toutes nos expériences apportent, il faut savoir comment les relier, comment s'en servir. On a parlé beaucoup de choses qui ne font pas partie du test et qui pourtant Oui, on retrouve assez facilement dans le test. Donc voilà, parler, échanger, apprendre. Il n'y a pas que les certifications, il n'y a oui, pas que les formations. C'est très humain. Voilà. d'accord. Et ne pas hésiter aussi à se mettre en avant et à tenter de nouvelles choses. Moi, c'est un laboratoire super, hein, la taverne, j'écris plein d'articles, je fais différentes formes, on a fait des BD, il y a des vidéos, il y a des choses qui sont juste en images, des choses qui sont écrites sous terme de coup de gueule, des choses qui sont plus profondes, des choses qui vont être des analyses d'outils qui vont être très longues. Voilà, il y a des sondages aussi. Voilà, donc il y a faut pas hésiter à expérimenter. Ça, c'est un des gros points forts, entre guillemets, de l'esprit agile, Mhm. c'est on expérimente, on essaye et on apprend. Voilà. D'accord. Là, aujourd'hui, bon, ça fait quelques années maintenant que tu tiens ton blog, enfin que vous tenez le blog, du coup. Mais vous avez combien de visites mensuellement? Alors, 2021, 361 000 vues, 2022, 362 000 vues. Eh ben, Donc on est à une moyenne de 1000 vues par jour c'est depuis 2 ans. énorme. Voilà. C'est énorme, non, mais vraiment. Et donc là, ça stagne un peu parce que le réseau social LinkedIn perd énormément en attractivité. Les Oui. gens vont sur LinkedIn, mais ils vont plus comme moi, ce que je faisais au départ, en 2015-2016, pour se renseigner. Moi, j'allais sur Ministry of Testing, j'allais lire des articles et autres. Et je trouvais tout sur LinkedIn, c'était une sorte de hub. Mhm. Sauf que maintenant, en fait, les gens ne vont plus sur LinkedIn pour ça, parce qu'on a fait fuir les gens, on ne met plus en avant les créations d'articles sur LinkedIn, LinkedIn ne les met plus en avant. Mhm. Et ce qui marche, c'est un peu des coups de gueule, des trucs Oui. ou qui sont là pour faire le buzz, ou j'ai changé de poste. Alors, j'ai changé de poste, ça a été vu par 40 000 personnes, mon changé de poste avec 200 j'aime, 80 commentaires, oui, ça fait plaisir. Mhm. Mais au final, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour moi. Donc même moi, je vais beaucoup moins sur LinkedIn pour apprendre des choses. J'ai déjà mes blogs, j'ai déjà mes trucs, j'y vais. Et avant, c'était jusqu'à 25-30% des vues qui venaient par LinkedIn. Oui. Et maintenant, ça représente 8 ou 9%, voire moins. Et ça diminue toujours plus. Donc, on a perdu beaucoup de vues au niveau de LinkedIn et on en gagne beaucoup par contre avec avec les moteurs de recherche, le référencement. D'accord. Bon, bah on va dire que ça s'équilibre un petit peu, et puis quelque part ça fait du trafic organique par les moteurs de recherche. Ouais, oui, oui. Et ce qui encourage beaucoup, c'est les retours de personnes comme toi au début. On voit la taverne, j'ai lu, j'utilise souvent, je m'en sers. J'ai commencé là-dedans, j'allais le voir régulièrement. C'est vraiment
les choses ça fait plaisir à entendre parce qu'on sent que c'est utile. Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est clair. C'est beaucoup plus, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'ISTQB, bon, c'est très bien, mais quand tu n'y connais rien, au départ, t'es complètement perdu. Alors que tomber comme ça sur des articles qui sont beaucoup plus proches, en fait, de la réalité, où tu peux te représenter, faire une représentation, c'est quand même plus sympa, quoi. Et on a plus de liberté, en fait, en écrivant des articles, en Ouais. écrivant des syllabus. Et aussi, il faut pas oublier que même le syllabus fondation, ils disent qu'il faut minimum 6 mois, 1 an d'expérience pour le passer en tant que Ah, tu vois. testeur. Et il y a aussi un autre problème, c'est que chaque environnement est différent. Les termes sont différents, les façons de faire sont différentes. Et lorsqu'on passe une certification, faut pas savoir comment ça se passe chez moi, comment ça s'est passé sur mes expériences, c'est comment on veut, d'après cette certification et cette norme, que ça doit être fait. Ouais. On entend tout le temps parler de tests de non-régression. Moi, j'aime pas ce terme test de régression. C'est ce que prône l'ISTQB, parce que, parce que étymologiquement, dire qu'on n'a pas trouvé de bug avec les tests de non-régression, ça veut dire qu'il n'y a pas de régression. Alors, dire qu'on n'a pas trouvé de bug avec les tests de régression, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de régression. Ouais. Et du coup, on peut pas nous reprocher de dire, il y a une régression, vous l'avez pas vue, c'est pas normal. On l'avait pas trouvé. Et c'est pas pareil de dire, vous l'avez cherché, vous l'avez pas trouvé, que vous avez dit qu'il n'y en avait pas et finalement il y en a une. Ouais, c'est différent. D'accord. Eh ben, écoute, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as des questions pour moi? Non, en tout cas, merci pour cette initiative. C'est vrai que je sais que c'est chronophage. Je sais que c'est des choses qui sont importantes et pour beaucoup de personnes qui aiment écouter. Et il faut avoir le temps il faut prendre le temps de le faire. Notre temps n'est pas extensible, donc tout ce qu'on fait, c'est au détriment d'autres choses. Donc merci à toi de prendre ce temps. Bah, avec plaisir. Les podcasts, c'est devenu une passion. J'en écoute depuis 4-5 ans. C'est devenu une passion, honnêtement, et j'espère, comme toi avec le blog, que ça va servir à d'autres personnes qui déjà ne savent pas que les métiers du test existent, et surtout qu'il y a énormément de possibilités d'évolution, que c'est un moyen de mettre un pied dans la tech et que justement c'est de la nourriture pour l'esprit en fait. On continue à apprendre, on continue et ça c'est juste génial. Et je trouve ça juste dommage que quand on ne connaît pas et quand on démarre, on soit un petit peu perdu, quoi. Donc plus on a de ressources et mieux c'est. Ouais. Et il faut bien savoir chercher les ressources sur Internet, ça c'est important. Ouais. Parce qu'on peut trouver un peu de tout et n'importe quoi. Ah, ça. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Marc, encore une fois pour ton temps, pour ta dispo. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, on peut me retrouver très facilement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ou m'envoyer des mails avec la taverne du testeur. Je serai à la JFTL et à la soirée du test l'année prochaine. Et potentiellement, voilà, d'autres événements. Ok. La JFDL qui aura lieu quel jour? 12 et 13 juin. 12 et 13 juin. Ok. Bon. Peut-être que tu as des personnes qui viendront te voir en disant ah, je t'ai écouté, qu'est-ce qu'elle dit ici? Ce serait bien. Peut-être. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup encore à toi et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.